IFRS 16 est la norme applicable au contrat de location qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2019. Elle implique des changements sur les états financiers, mais aussi d'ordre prudentiel et nécessitera de repenser l'organisation et les systèmes d'information liés à la mise en place, la gestion et la comptabilisation de ces contrats. Sur les états financiers tout d'abord, et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, c'est que cette norme établit un modèle unique pour la majorité des contrats qui consiste désormais à inscrire au passif du bilan la somme des loyers à payer en contrepartie à l'actif d'un droit d'utilisation de l'actif loué. Évoquons aussi les effets sur le compte de résultat et les informations enrichies dans les annexes au compte. Particularité pour les groupes bancaires, c'est la conséquence prudentielle liée à l'apparition de ces nouveaux actifs et passifs. Enfin, la volumétrie, la dispersion de l'information au sein des groupes et la qualité variable de celle-ci nécessitent de repenser l'organisation et les systèmes d'information autour de ce thème des contrats de location. L'objectif de cette animation est d'aider à trouver le bon équilibre entre le respect nécessaire des exigences normatives et le besoin impérieux d'optimiser l'efficacité opérationnelle. Commençons par mettre en lumière plus précisément les impacts attendus sur les états financiers. Jusqu'à présent, les contrats de location opérationnelle étaient enregistrés comme des engagements hors bilan, sans impact sur l'endettement du locataire, les charges correspondant au loyer étant reconnues généralement au fil de l'eau. Avec IFRS 16, tout contrat de location s'analyse désormais comme l'acquisition du droit d'utilisation d'un actif pendant la durée du contrat, en contrepartie d'une obligation de paiement des loyers. Quelques contrats échappent toutefois à ce modèle, notamment les contrats de courte durée, inférieurs à 12 mois, et les contrats sur les actifs de faible valeur. Pour la majorité des grandes banques françaises, l'impact bilan pourrait représenter plusieurs milliards d'euros. Point important, il est prévu que les actifs soient pondérés à 100%, d'où un impact non négligeable sur les ratios de solvabilité. À l'origine, le preneur devra comptabiliser un droit d'utilisation qui sera amorti en général linéairement sur la durée du contrat. En contrepartie, la dette de location est reconnue et les loyers versés correspondent à des échéances de remboursement qui intègrent du capital et des intérêts. Au global, la charge annuelle de location est donc décroissante sur la durée du contrat. La norme génère une distinction entre les impacts PNB et les impacts frais généraux. Toutefois, dans un contexte de taux faible, l'intérêt en marge nette d'intérêt est limité. Dernier point, la norme requiert de donner des informations qualitatives et quantitatives en annexe sur l'impact des contrats de location, sur le bilan, le résultat et les flux de trésorerie. On citera par exemple des informations sur la nature des contrats et les valeurs nettes comptables. Bien sûr, tout cela à la lumière des enjeux de matérialité. Au-delà des états financiers, la norme a des impacts sur certains processus business, sur les systèmes d'information et sur la prise de décision. Typiquement, choix entre la location et l'achat. Toutes les fonctions clés doivent donc être intégrées au plus tôt, finance bien sûr, mais aussi achat, juridique, IT notamment. Pour les groupes bancaires, plus de 90% des impacts comptables concerneront l'immobilier. À ce titre, la filière immobilier sera une partie prenante majeure du dispositif projet. Pour calibrer l'ampleur de l'effort à déployer dans un projet IFRS 16, un certain nombre d'indicateurs utilisés de façon combinée permet d'apprécier la complexité inhérente à chaque groupe. La volumétrie, bien sûr. Dès le millier de contrats, le projet se complexifie. La disponibilité et la qualité de l'information. Est-elle sous format informatique, papier? La qualité est-elle aléatoire? Le niveau de centralisation de l'information et de l'organisation du groupe. Le nombre de paliers de consolidation pour traquer les sous-locations. La complexité des clauses contractuelles et le niveau de diversité des portefeuilles de contrats pourraient être plus simples dans les groupes bancaires que dans les groupes industriels. Je dirais que la première source de complexité provient de la portée très large du projet, puisqu'il résulte en fait d'une évolution de la réglementation comptable, mais on voit bien que ces enjeux dépassent largement la seule sphère financière, puisqu'il a nécessité l'implication d'acteurs qui n'ont pas l'habitude d'être associés à ce type de projet. Je pense notamment à la direction de l'immobilier. Et il y a potentiellement des impacts sur certains de nos métiers et notre stratégie locative. Deuxièmement, ce projet s'avère complexe car il nous confronte à de nombreux défis opérationnels. Il s'agit premièrement du recensement de contrats, puisqu'il a fallu récupérer près de 13 000 contrats qui étaient dispersés au sein de 250 entités dans le groupe. Et ensuite, la collecte des données qui étaient nécessaires au calcul, par exemple du droit d'utilisation, données qui n'étaient pas forcément disponibles, voire même fiables. Et enfin, le traitement de ces données qui étaient très hétérogènes, car issues de différents systèmes sources, au sein d'un outil unique qui est capable de s'interfacer avec les autres applications.
Enfin, la troisième difficulté est liée à l'analyse des contrats, puisqu'on avait certaines clauses contractuelles qui ont soulevé des sujets complexes d'interprétation normative, et dans certains cas, il fallait appréhender aussi des spécificités liées à la réglementation locale. Une fois l'ampleur du projet estimée, un travail de cadrage est donc essentiel au démarrage du projet. Un premier travail de scoping inclura une analyse 1. Des pays et régions clés, en identifiant rapidement les spécificités locales. 2. Des actifs, afin d'anticiper les problématiques de matérialité. Et 3. Les champs critiques, qui devront être renseignés pour estimer les impacts et définir un modèle de comptabilisation pérenne. Il est donc judicieux de mettre en place un pilote sur un périmètre restreint pour anticiper les difficultés et sensibiliser les parties prenantes. Les sujets de qualité de données pourront notamment être mieux appréhendés lors des travaux sur ce pilote. Le projet est cadré. Il faut s'attacher désormais à définir les modalités d'application de la norme, respecter l'esprit tout en assurant l'efficacité opérationnelle. Cela impose un certain nombre d'arbitrages raisonnables. Sans être exhaustif, les arbitrages suivants reviennent fréquemment dans les discussions. En termes de première application, faut-il mettre en place la méthode rétrospective complète, qui impose une information comparative sur l'année 2018, ou bien la rétrospective modifiée, plus simple, mais qui ne prévoit pas l'information comparative sur le premier exercice? De façon pratique, quel seuil retenir pour les biens loués de faible valeur? Quelle durée résiduelle prendre en compte pour les contrats en tacite prolongation, notamment les contrats 369, arrivés à échéance, mais qui n'ont pas été dénoncés par les co-contractants? S'agissant du taux d'intérêt implicite, pour actualiser les paiements de loyer, à quelles conditions un groupe pourra-t-il utiliser les grilles de taux préparées de façon centralisée par la gestion actif-passif ou le desk trésorerie? Alors chez BPCE, le sujet porte pour l'essentiel sur les contrats immobiliers, les agences, les sièges administratifs et les sièges sociaux, alors que les contrats mobiliers représentent certes 40% du nombre de contrats, mais moins de 5% de la valeur et de réutilisation. En conséquence, nous allons nous concentrer sur les actifs immobiliers afin de bien analyser leurs caractéristiques contractuelles et de valoriser au mieux les droits d'utilisation liés à ces actifs. À la lumière des orientations retenues, il s'agit ensuite de bien estimer les impacts comptables et prudentiels. Un exercice de simulation permettra en particulier d'estimer les impacts PNL futurs et le coût en fonds propres. Ces estimations permettront d'apprécier le niveau de sensibilité des effets et valider les orientations précédemment définies. En synthèse, à ce stade, les principales parties prenantes ont été intégrées au projet, les sources de complexité ont été identifiées, les orientations ont été définies et les premiers impacts ont été estimés. Vient le moment du choix du modèle applicatif. Dans les cas malheureusement trop rares où il y a un outil centralisé de gestion des baux, que la nature des contrats est assez semblable et que la volumétrie est faible, la cartographie applicative peut être aussi simple que celle qui est présentée actuellement. L'outil de gestion qui alimente le plus souvent déjà l'applicatif comptable pourra aussi être l'initiateur de l'information en norme IFRS via un outil de calcul ou un moteur d'écriture IFRS 16 à développer ou mettre en place. Malheureusement, la réalité est souvent plus complexe. Il y a rarement unicité des logiciels de gestion des baux pour toutes les filiales ou établissements du groupe. Il n'y a pas toujours non plus unicité des outils comptables locaux pour les différents participants au processus de consolidation. Dans ces cas trop fréquents, il est important de pouvoir disposer, en complément de la précédente architecture, d'une base centralisée, disposant d'une information homogène et de la granularité d'informations nécessaires au calcul IFRS attendu. Enfin, le projet gagnera en crédibilité, en capitalisant sur des outils existants et en facilitant certaines adhérences, comme la centralisation au sein du même outil d'autres obligations de publication, comme l'alimentation des actifs pondérés ou les éléments nécessaires à la déclaration RSE par exemple. Afin de mettre en œuvre la norme à compter du 1er janvier 2019 et compte tenu de tous les éléments évoqués, les travaux de cadrage et de simulation des impacts doivent être engagés au plus tôt. Tout cela avec l'objectif de dédier l'essentiel de l'année 2018 au déploiement du projet sur l'ensemble du périmètre défini. Collecte des données, adaptation des outils avec les expressions de besoin, les développements et les recettes, préparation des reportings et informations en annexe, incluant des aspects formation et rédaction des modes opératoires. Et bien sûr, définition d'une gouvernance cible.
Au long de cette animation et des interviews proposées, nous espérons que vous avez pu apprécier les principaux messages liés à la mise en place d'un projet IFRS 16. S'approprier les enjeux et comprendre le nouveau modèle. Impliquer les principaux intervenants et définir une gouvernance adaptée. Anticiper les sources de complexité pour calibrer le projet, définir le périmètre des données à collecter et élaborer une simulation d'impact financier et l'inscrire dans une trajectoire prudentielle. Esquisser une cartographie applicative et enfin, élaborer un rétro-planning pour la phase de mise en œuvre. Nous avons la conviction que ces étapes permettront de déployer efficacement le projet. Merci pour votre attention.